Du coup, on va passer au dernier groupe qui est un peu la synthèse de tout ça et qui va nous parler de la mise au point d'une méthode d'adaptation des forêts du PNR au changement climatique. Donc, je vais les laisser conclure sur cette restitution et puis on fera une petite conclusion à la fin pour finir la matinée. Ok. Bonjour. Du coup, nous, à présent, on va passer à qu'est-ce qu'on fait après avoir vu tout ça, un peu proposer quelques pistes de gestion, c'était notre rôle. Et donc, pour faire ça, on va vous présenter, on va se fixer sur un cas concret pour voir comment s'est menée la réflexion, quoi. Donc, là, on vous a mis une petite carte de répartition. En fait, on a mis une carte de répartition spatiale des essences sur le PNR. Donc, comme vous pouvez voir, en jaune, là, ce sont les forêts de feuillus mélangés. Et donc, elles représentent environ 50% des forêts du parc. Donc, du coup, on a décidé de s'intéresser à ce cas-là. Donc, un peu vite fait, rapidement, l'historique de ces forêts. C'est des forêts qui sont arrivées spontanément lors de la déprise liée à la déprise agricole. Et donc, du coup, de par cette nature, elles ont une composition de mélange. Donc, le choix qu'on a décidé de faire en s'appuyant sur les placettes IFN, on a pris un cas concret avec un quart de chêne, un quart de hêtre, un quart de châtaignier et puis aussi du merisier et du frêne de manière plus anecdotique. Il faut savoir que du coup, les enjeux qui sont sur ce peuplement, quoi, ce sont un enjeu d'exploitabilité parce qu'en fait, ces peuplements arrivent à maturité pour être exploités actuellement, quoi. Ensuite, ils sont très largement représentés sur le territoire. Donc, du coup, il va y avoir également un enjeu paysager et touristique. Et de par leur nature de mélange, il y a toute une biodiversité qui est associée. Et donc, cet enjeu est également important sur ce peuplement forestier. Donc du coup, la première étape du raisonnement sur ce cas concret, c'est d'identifier quelle est la vulnérabilité du mélange face au changement climatique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est rapidement la vulnérabilité? Donc c'est lié que pour une essence, ça dépend de la capacité d'adaptation de l'essence au changement climatique, mais également de sa sensibilité actuelle au vu des conditions climatiques et de son exposition sur la placette, sur le milieu, à quel point elle est exposée au changement climatique. Et donc, justement, ces peuplements de feuillus mélangés sont, comme vous pouvez le voir, ont une bonne composition en termes d'essence qui leur donne une résistance assez importante à la sécheresse, notamment. Oui, pardon, parce que du coup, j'ai oublié de mentionner qu'en fait, là, pour parler de la vulnérabilité du mélange, on prend en compte la vulnérabilité de chaque essence en peuplement pur, parce que c'est comme ça que je trouve pas les mots, que réagissent les essences en peuplement mélangé. Elles réagissent à l'échelle individuelle en termes de vulnérabilité. Et donc du coup, il y a plutôt une bonne résistance a priori de ce mélange face au changement climatique. Cependant, il y a un petit point d'attention à porter sur les modalités d'exploitation actuelles sur le territoire parce que elles prennent peu en compte l'adaptation au changement climatique et elles exploitent en menant une essence objective, de sorte qu'elle transforme un peu ces peuplements mélangés en petit à petit en peuplements purs. Donc voilà, on va voir comment on peut poser des gestions adaptées un peu. Merci.
Donc moi, je vais vous présenter rapidement les gestions qu'on a proposées pour ce type de peuplement. Tout d'abord, ça va être d'essayer de conserver le mélange parce qu'on suppose que plus un peuplement est mélangé, plus il y aura une résilience de ce peuplement. D'autre part, pour la production, il y a un phénomène d'over-yielding, donc de surproduction lié justement à des besoins en eau différents, des systèmes racinaires différents et d'autres, du coup, des productions qui peuvent se compenser. Donc, ce qu'on propose pour conserver le mélange, c'est de travailler pour le mélange, c'est-à-dire d'essayer de valoriser et de favoriser à tous les âges, y compris dans le stade semi, les essences les moins vulnérables. Et s'il y a de nouvelles essences qui arriveraient par régénération naturelle, par exemple due à une dispersion des graines par des oiseaux, et que ces nouvelles essences sont moins vulnérables, de les conserver aussi. Pour, comme le disait Flavia, ne pas arriver à un peuplement pur d'une essence pas vulnérable ou moins vulnérable que les autres, mais essayer de conserver cette diversité d'essences. Aussi, pour conserver une grande diversité dans le peuplement, on propose d'irrégulariser le peuplement ou d'allonger les périodes d'entrée en régénération si le peuplement est géré en traitement en futée régulière, c'est-à-dire augmenter le nombre de strates, garder plus de stabilité via un peuplement qui n'aurait pas les mêmes hauteurs et garder de la biodiversité dans toutes ces strates pour augmenter la résilience du peuplement. C'est les solutions d'adaptation fondées sur la nature que promeut le parc et le projet Life Artisan. Et ces différentes strates permettraient de garder un abri au-dessus des semis ou des plantations si elles sont nécessaires, afin que ces semis ne soient pas sujets à un très fort stress hydrique. Enfin, pour conserver le mélange, on propose de conserver la régénération naturelle car elle comporte un très grand pool de diversité génétique, plus que dans le cas des plantations. Et on suppose que la régénération naturelle qui pousse serait issue de graines et donc d'une diversité génétique qui serait plus adaptée au changement climatique si elle permet de se développer. Je tiens à faire une petite remarque sur le taillis, par exemple pour le châtaignier, puisque le taillis, ce sont donc des souches qui... Enfin, il n'y a pas de diversité génétique qui se régénère, entre guillemets. Et à ce moment-là, plutôt éviter de conserver le taillis pour avoir des peuplements de pieds francs. Donc ça, c'était les gestions générales pour le type d'un peuplement feuillu. Concernant notre peuplement, on a donc les enjeux de production et d'exploitabilité, de paysage et de biodiversité. Nous, on n'a pas hiérarchisé les enjeux car on pense que c'est aux acteurs du territoire de le faire et en fonction de chaque peuplement d'avoir une gestion adaptée. Je vais commencer par la gestion de la production. Ce qui nous a été rapporté de nos interventions sur le terrain, c'est qu'il faut absolument éviter de tasser les sols dans les parcelles et améliorer la desserte des peuplements forestiers ariégeois. Pour cela, il faudrait faire la création de pistes, mais ces pistes doivent respecter les zones de quiétude, devraient respecter les zones de quiétude créées par le parc, qui sont les zones les plus éloignées des pistes déjà créées et qui permettraient de faire des zones refuges pour une certaine faune ou une certaine flore. Donc c'est un enjeu à prendre aussi en compte. Dans la parcelle, on propose l'ouverture ou le maintien des cloisonnements d'exploitation et des cloisonnements sylvicoles. Et enfin, pour certains sols et dans les cas où l'exploitation est possible, d'avoir des engins légers ou alternatifs. On a pu voir en marche l'attraction animale ou encore on nous a beaucoup parlé de l'exploitation par câblement. Donc voir comment on pourrait développer ces manières-là. L'enjeu paysager nous paraissait aussi très important parce que ces peuplements feuillus représentent 50% des peuplements forestiers du parc et c'est, d'après les habitants, l'image et le cadre de vie présent en Ariège. Donc, pour conserver l'image, on propose d'éviter les coupes rases plantations qui dénaturent franchement et de garder la même image de peuplement, c'est-à-dire que si on a un peuplement résineux et qu'on doit faire des introductions d'essence, garder des résineux et de même pour des feuillus. Enfin, pour l'enjeu biodiversité, on suppose que plus il y a de biodiversité dans un peuplement, plus le peuplement sera résilient. Pour cela, un des cas est d'augmenter les nombres d'arbres vivants, de gros arbres vivants, de gros arbres morts et de bois morts au sol ou sur pied. Pour cela, il y a plusieurs possibilités. Faire des îlots de sénescence,
Donc là, de déclarer des arbres sans exploitation, faire des îlots de vieillissement, donc de décaler l'âge d'exploitabilité de ces arbres et conserver des arbres habitats isolés dans le but de recréer une trame de biodiversité et ensuite de pouvoir l'intégrer à la trame verte et bleue qui est aussi pris en compte dans nos enjeux. Donc maintenant qu'on s'est axé sur un cas concret, je vais laisser la parole pour qu'on parle de la généralisation de notre méthode. Donc l'idée c'était de créer, d'essayer de réfléchir sur comment créer un outil de méthodologie générale lorsqu'on est face à un peuplement pour avoir une gestion adaptée au changement climatique. Mais la gestion ne se raisonne pas que par rapport au changement climatique, bien sûr. Donc du coup, on avait pensé à une clé de détermination qui prendrait en compte les enjeux présents sur le territoire, là où se situe le peuplement, sur lequel on veut appliquer une certaine gestion, et également une gestion un peu de base liée aux caractéristiques propres du peuplement. Donc, va y avoir la caractéristique vulnérabilité là, du changement climatique qui va être une première entrée dans la clé, puisqu'en fonction de l'état du peuplement et de sa vulnérabilité au changement climatique, des gestions assez contrastées peuvent être proposées. Ensuite, la composition du peuplement va être prise en compte et après, on avait éventuellement pensé aux traitements actuels établis sur le peuplement qui vont conditionner les mesures de gestion qu'on peut mettre en place tout de suite après, quoi. Et donc, pour remplir cette clé de détermination avec des mesures de gestion appliquées à chaque caractéristique, il faudrait étudier, donc, en se basant sur le PNR des Pyrénées ariégeoises, donc là, on a détaillé un cas concret, il faudrait détailler, si possible, tous les cas concrets généralistes de peuplement ancrés dans le territoire des Pyrénées ariégeoises, pour ensuite voir quelles sont les similitudes en termes de gestion proposées, par exemple, pour tous les peuplements qui sont en forte vulnérabilité, un peu quelles sont toutes les mesures de gestion qui sont proposées à chaque fois. Et donc là, elles seront, du coup, en voyant qu'est-ce qui est commun, on pourra l'associer dans cette clé de détermination et ensuite avoir un outil complet qui peut être utilisé peut-être aussi sur d'autres territoires. Donc voilà un peu la réflexion qui avait été menée là-dessus. Je vais laisser présenter comment l'outil peut être utilisé. Du coup, pour spécialiser les enjeux, on a créé une cartographie générale qui regroupe en fait une couche pour chaque enjeu. Donc ces couches-là d'enjeux, elles ont été construites à partir des éléments qui nous ont été fournis ou à partir d'éléments qu'on est allé chercher ou qu'on a créés, comme par exemple les bassins versants qui ont pour exutoire les périmètres de protection ou l'érosion. Et l'idée, c'est que en chaque point de la carte, donc pour chaque peuplement, le gestionnaire, il sache quels enjeux concernent, enfin, par quels enjeux son peuplement est concerné. On a aussi ajouté les couches de vulnérabilité de chaque essence qui ont été créées pendant le stage de Colline Dubois. Et au niveau des limites sur le travail qu'on a effectué, on peut déjà être plutôt humble sur le fait que notre travail il est très incomplet. Il ne peut pas avoir des mesures de gestion pour chaque peuplement. Du coup, il faudrait le compléter avec de la bibliographie et surtout beaucoup d'expertise d'acteurs. Donc, ça pourrait être fait dans le cadre de copiles ou d'ateliers thématiques organisés par le PNR. Et dans ce cadre-là, il pourrait y avoir une hiérarchisation des enjeux, comme l'a dit Alice tout à l'heure. On a pris le parti de ne pas le faire nous-mêmes. Et on pourrait aussi hiérarchiser les efforts en fonction de la vulnérabilité du peuplement grâce à l'outil cartographique.
Mais il ne faut pas pour autant oublier, se baser uniquement sur notre modèle de vulnérabilité, le modèle de vulnérabilité qui a été utilisé, et maintenir quand même une surveillance des dépérissements des peuplements. On tenait aussi beaucoup à souligner le fait qu'il n'y a pas de gestion miracle. On nous l'a beaucoup répété pendant tout le projet, qu'il faut diversifier les peuplements et diversifier les gestions pour avoir plus de résilience sur les territoires. Au niveau de l'outil cartographique, il y a évidemment plein de couches qui pourraient être apportées en supplément, comme des données sur la fréquentation des sites remarquables et des sentiers qui sont utilisés dans le PNR pour l'enjeu des paysages. Pour l'enjeu biodiversité, on pourrait ajouter les cœurs de biodiversité qui ont été mis à jour par le PNR, dont Raphaël nous a parlé. Et aussi, pour les couches qu'on a calculées nous-mêmes, on a défini des seuils de risque qui sont assez arbitraires, donc il faudrait faire un peu plus de bibliographie pour définir des seuils qui tiennent un peu plus la route. Merci pour votre attention. Sur votre carte de vulnérabilité, là, la carte des enjeux couplés à la vulnérabilité, vous avez montré jusqu'à la fin, je vois bien les enjeux, mais je ne vois pas la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le 0, 1 et 2 qu'il y a en haut. Ah oui, elle n'est pas affichée sur le. Elle n'est pas affichée sur le. La carte. La carte, elle présente seulement les enjeux là, parce que si on avait mis en plus la vulnérabilité, ça aurait fait un peu trop mieux. Donc, du coup, vous auriez pu présenter cette carte-là par deux vulnérabilités, par 3 cartes, une pour le niveau 0, une pour le niveau 1, une pour le niveau 2. Ça aurait fait 3 fois la même carte. Ben non, c'est pas la même zone. Ah oui. Des endroits où sapinière, on aurait pu voir où est-ce que sapinière, quels étaient les enjeux, là où elle est plus vulnérable, là où elle est moyennement et fortement, je suppose, vulnérable. Pour chaque essence pour une essence, pour l'essence sapinière. Ouais. Emmanuel Rouillet, CRPF Occitanie. Concernant justement cette même carte avec les enjeux, j'aurais voulu savoir si c'était une carte préexistante ou si c'était vous qui l'aviez réalisée et comment en fait. C'est nous qui l'avons réalisée. Donc chaque couche d'enjeu a été réalisée avec plein de couches qu'on a récupérées. Donc ça peut être par exemple pour les risques, on a récupéré les risques d'incendie du groupe qui a travaillé sur les incendies pendant le projet. On a récupéré aussi des couches concernant, sur le site géorisque, donc sur les avalanches, les glissements de terrain et les inondations. Et voilà, en fait, c'est une union de plein de couches différentes qui concernent chaque enjeu. Et alors, je veux être sûr de bien comprendre. Donc, c'est l'enjeu prioritaire qui est mis, pour 1 pixel, par exemple, de terrain, c'est l'enjeu prioritaire qui est mis en avant, ou il y a une superposition des couleurs qu'on ne voit pas? C'est une superposition. C'est juste qu'elle se chevauche beaucoup. Du coup, on n'a pas priorisé les enjeux là. Elles sont toutes. Chaque couche d'enjeu est présente en totalité. C'est juste qu'elle se superpose sur la carte que je présente. Ce qui est intéressant, en fait, vraiment dans cette diapo, c'est surtout la légende. C'était pour montrer ce qu'il y avait dans cette carte. Et ce qui nous intéressait, c'était pas forcément la représentation cartographique, mais la base de données qu'il y a derrière et de pouvoir cliquer sur un peuplement qui intéresse un gestionnaire et que dans cette base de données ressorte le niveau de vulnérabilité de l'endroit et tous les enjeux présents, parce que au niveau de vulnérabilité seront associés des gestions et à chaque enjeu est associé aussi des gestions indépendantes et ces gestions sont additives. C'est-à-dire que s'il y a 3 enjeux, les 3 gestions de chaque gestion des 3 enjeux devrait être pris en compte et ensuite hiérarchisée par le gestionnaire.
Ce qui nous intéressait, c'était vraiment la base de données derrière la cartographie. Ça pourrait se présenter sous forme d'un outil SIG où il y a plein de couches différentes et on fait une requête pour sélectionner Oui, le type de document qui nous intéresse et évaluer à la fois les vulnérabilités, les enjeux pixel à pixel, c'est ça. C'est ça. Alors, sur le risque, il faut peut-être distinguer les risques comme l'incendie, qui sont des risques qui menacent le peuplement, et les risques comme l'érosion, où là, c'est plutôt le peuplement qui protège contre le risque. Parce qu'à la limite, l'incendie, le peuplement, le risque qu'encourt le peuplement est même un risque aussi pour les populations, d'une certaine façon. Enfin, donc, c'est des risques qui n'agissent pas du tout de la même façon par rapport à la gestion. Ça n'agit pas de la même façon, mais d'un côté, le gestionnaire peut aussi choisir par exemple, pour le risque incendie, de favoriser des essences moins vulnérables à l'incendie, comme le châtaignier, et par rapport à l'érosion, de choisir des essences qui vont mieux stabiliser le peuplement. C'est pour ça qu'on a voulu tout représenter. Peut-être pas la bonne solution, mais on n'a pas eu beaucoup de temps non plus pour affiner les... Et alors, donc, vous proposez de prendre en considération donc l'enjeu et les caractéristiques du peuplement. Donc, les caractéristiques du peuplement, on les voit bien intervenir dans la clé, hein, la vulnérabilité, le mélange, le mode de... L'enjeu, comment ça va rentrer en compte? Donc, c'est dans la déclinaison des cas particuliers qu'on va se poser la question, ou est-ce qu'il y a des règles générales Je peux répondre. Enfin, nous, comment on l'avait réfléchi, c'est compliqué après. Comment on l'avait réfléchi, c'était d'avoir un peu des types de gestion préconisés en fonction des caractéristiques du peuplement. Et parce que les enjeux, c'est des gestions qui sont associées plus au territoire, en fait. Et du coup, comment le peuplement peut s'adapter au territoire. Du coup, on pensait justement faire les deux en parallèle. Et après, vu que pour nous, les enjeux sont vraiment liés au territoire et liés à qui va prendre la décision de quel type de gestion il veut appliquer, que la personne veut appliquer, du coup, c'est plus la personne qui décide de prioriser l'enjeu qui l'intéresse et qui lui est, comment dire, à laquelle elle est le plus sensible, on va dire. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, dans le sens où, par exemple, une personne, en fonction de l'espace... Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de gestion, ça va se traduire comment? C'est des gestions qui sont additives. C'est-à-dire qu'on parle des enjeux ou qu'on parle de l'entrée dans le peuplement. Si on voit qu'on a 3 enjeux sur le territoire, on va prendre en compte les 3 types de gestion qu'on va, entre guillemets, mettre d'un côté dans notre tête. On va rentrer dans la clé de détermination, on va avoir des gestions générales pour un peuplement donné. Et ensuite, on va additionner les deux. Et nous, on était plutôt partis sur prioriser les gestions des enjeux par rapport aux gestions générales sur le peuplement, parce que c'est vraiment ce qui touche le territoire et c'est ce qui est adapté. Enfin, pour nous. Après, encore une fois, comme on dit, ça sera au gestionnaire de hiérarchiser ce qu'il veut, mais dans notre tête, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'additif pour prendre en compte tout. Dans les risques, plus particulièrement pour la régénération naturelle, il y a également les dégâts de gibier chez nous, qui sont assez importants. Concernant les dégâts de gibier, on les a mis dans l'enjeu production, je crois, avec rétablir l'équilibre sylvo-synergétique. On a eu un entretien avec une de nos collègues de promotion qui a fait un stage sur l'équilibre faune-flore en irrégulier et sur différents territoires, qui nous a donné beaucoup de pistes sur de nouvelles gestions, et on a mis tout ça dans le rapport aussi, ça sera en annexe pour voir comment ça peut être pris par les acteurs, parce qu'on sait que c'est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une petite question concernant votre vulnérabilité. Donc là, vous avez dit que vous étiez parti des données de Colline. Donc, si je me souviens bien, Colline, elle a déterminé sur l'aire de distribution des espèces un gradient de vulnérabilité en fonction d'un indicateur de stress hydrique, si on est proche des limites écologiques qui limitent le stress hydrique ou pas.
en différentes classes. Le groupe 4 a travaillé sur des modèles de mortalité. Comment vous appréhenderiez la vulnérabilité? Est-ce qu'il faut partir sur les modèles de mortalité? Est-ce qu'il faut conserver les cartographies qui ont été faites initialement? Enfin, quelle est votre réflexion par rapport à ça? Notre réflexion initiale, c'était de nous dire qu'on n'avait pas les données des autres groupes, donc on allait partir de l'existant. Et ensuite, peut-être de comparer les... Pour le futur. Oui, pour le futur. Mais justement, pour le futur, peut-être comparer les différents types de vulnérabilité et voir ce qui concorde. Parce que personnellement, je pense qu'aucune méthode est meilleure que l'autre. C'est juste des méthodes différentes qui ont des avantages et des inconvénients. Donc, à voir ce qui présenterait le plus d'avantages et le moins d'inconvénients pour la vulnérabilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, après, ce qu'on peut ajouter, par exemple, c'est que là, la vulnérabilité, elle est, sur les couches justement qu'on a actuellement, qui sont basées sur le stress hydrique, du coup, elles prennent en compte uniquement un paramètre, le stress hydrique, alors que je ne sais pas si on prend du coup des observations de terrain et après les travaux qui ont fait par nos collègues, du coup, ça, c'est des dépérissements. Bon, après, pareil, il y a des biais aussi, mais du coup, les dépérissements peuvent être liés à d'autres paramètres et du coup, là, un peu plus de choses sont prises en compte, je dirais.